Pourquoi association? Pourquoi l'association? Alors, c'est important à comprendre parce que c'était, quand ils fondent la MSA, avant, dans les années 60, personne ne parlait de mouvement souveraineté, association. Ils ne parlaient même pas de mouvement souverainiste. Le mouvement souverainiste, ça n'existait pas dans les années 60. Ils parlaient de mouvement indépendantiste. Après ça, l'association est arrivée, c'est-à-dire l'association avec le Canada. Okay. Après ça, il y avait l'association, il y avait un courant à l'intérieur du PQ qui appelait l'association, Mouvement Souveraineté Association avec Trait d'Union ou sans Trait d'Union. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Hein, ça vous dit rien? Ça veut dire qu'on n'est pas pour la souveraineté si on n'a pas d'association. Ça, c'est la position de Lévesque en 1978 à l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de souveraineté. OK? Mais s'il y a association, il y a souveraineté. C'est sûr que les gens qui venaient du RIN, puis venaient du mouvement qui avait été hégémonisé, eux autres n'étaient pas très contents de ça. Eux autres étaient plus pour l'indépendance, donc pour la souveraineté. Donc on voit à quel point cette coalition-là, qui a été le PQ, ratissait très large. C'est pour ça, si vous lisez le petit livre qui vient de sortir, Jean-François Lisée, il dit... il fait tout un livre contre la droite. Le dernier chapitre, c'est pourquoi il faut s'allier avec la droite. Alors, hein, je sais pas, lisez-le, ça vaut la peine. Il explique qu'il est impossible de faire la souveraineté du Québec si on ne fait pas l'alliance de la gauche et de la droite. Puis que c'est absolument essentiel d'aller chercher des gens comme Martineau et compagnie, etc., etc. Alors là, moi, je suis tombé vraiment, là, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Mais ça représente, c'est très, très, très important. Parce que ça représente l'approche du Parti québécois. C'est-à-dire qu'il faut avoir tous les secteurs de la société québécoise si on va aller chercher une majorité. Et on ne peut aller chercher une majorité qu'en ayant la gauche et la droite. Vous verrez comment nous, on répond à cette question-là. Je pense que ça, c'est absurde. C'est posé comme s'il y avait des gens d'essence de droite et d'essence de gauche. C'est comme des essences d'arbres, dans le fond. Puis qu'effectivement, les gens ne passaient pas d'une position à l'autre, puis qu'il n'y avait pas une possibilité que la majorité sociale, c'est-à-dire l'ensemble des couches populaires, évolue vers une position de gauche. Nous, on pense que c'est pas vrai, et notre expression, c'est que la majorité sociale, c'est-à-dire la majorité des travailleurs, des travailleuses, des couches populaires, c'est la vaste majorité de la population, peut devenir une majorité politique, c'est-à-dire des positions qui sont sur des positions indépendantistes. Alors ça, c'est une autre façon de concevoir l'unité. Alors ça, c'est important. Okay. Alors, ils se fondent, dans le fond, comme un mouvement. C'est important. Quand ils se fondent à la naissance, ils se fondent sur une chose, fondamentalement. Parce que moi, je me souviens, j'ai participé à ces débats-là. Ils se fondent sur un débat important dans le mouvement syndical. Il y avait deux partis dans le mouvement syndical. On a été chercher jusqu'à 35-40% à la CSN, même à la FTQ. Est-ce qu'on fait un parti des travailleurs, des travailleuses, ou est-ce qu'on fait un parti, est-ce qu'on appuie le Parti québécois? C'est de même que la question se posait. OK? Puis on peut dire que la gauche a perdu. C'est ça qui s'est passé. La gauche a perdu. Et la majorité a dit, c'est rangé derrière le Parti québécois. Et le fait qu'effectivement, des secteurs très importants, des mouvements sociaux, du mouvement syndical, des couches populaires, se rangent derrière le Parti québécois, bien, effectivement, ça a amené le Parti québécois à évoluer, à adopter une série de positions beaucoup plus progressistes. Mais en même temps, ces éléments-là qui venaient du mouvement syndical ne dirigeaient pas. Les gens qui dirigeaient ce parti-là, c'était les gens qui venaient du Parti libéral. C'est-à-dire, c'était l'aile gauche du parti qui avait scissionné et qui avait hégémonisé les autres secteurs du mouvement indépendantiste. Puis on voit, les gens, les journalistes essaient d'expliquer ce qui se passe au Québec. Ils disent, c'est comme... c'est une formule qui dit rien. Ça chicane au Québec parce qu'ils ont des attitudes chicanières. Ils ne se chicanent pas parce qu'ils ont des attitudes chicanières. Il y a des crises constantes et à répétition depuis la naissance, parce qu'effectivement, ça fédère des gens qui, sur les questions nationales, oscillent entre l'autonomisme et l'indépendantisme, et sur le terrain social, entre effectivement des positions social-démocrates réelles et des positions de la droite néolibérale. Et qu'effectivement, avec à dominante, dépendant de la conjoncture internationale, des dominantes de certaines composantes. Ça fait que ce parti-là
est toujours en processus de contradiction. Puis par exemple, en 82, il baisse les salaires de 20 %. Qu'est-ce que ça provoque, ça? Ça provoque une chute. Le parti qui s'était construit comme un grand parti de masse, qui comptait des centaines de milliers de membres, va perdre. Il va être réduit d'environ, on disait 225 000 membres à 75 000 membres, et il va perdre l'élection. L'élection de 85. OK? Pourquoi? À cause d'une contradiction avec le bloc social qui l'avait mené. Après ça, ce qu'ils vont faire, ils vont faire un tournant, puis ils vont commencer, le Parti québécois, à travailler à renouveler le fédéralisme canadien. Ils vont faire des négociations, puis quand Mulroney prend le pouvoir, l'évêque dit que c'est la deuxième chance, une nouvelle chance. La prise du pouvoir par Mulroney, puis l'ouverture de nouvelles constitutionnelles, de réformes constitutionnelles, ça nous ouvre une nouvelle espoir. Puis la souveraineté, dit-il, n'est qu'une perspective. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas. Là, il y a une crise, mais ils ont eu une crise bien plus forte. Quelle crise qu'ils ont eue? Ils ont perdu le quart du Conseil des ministres. Parizeau a sorti du parti, puis a formé un nouveau parti qui s'est appelé le RDI, le Rassemblement démocratique pour l'indépendance. Moi, ça me fait penser à l'opposition nationale, ça. OK? J'appelle ça des partis parking, en attendant que la situation revienne plus intéressante. Alors, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il y a eu une crise hyper majeure. Puis qui a pris le pouvoir dans le parti? Pierre-Marc Johnson, le négociateur du libre-échange maintenant avec l'Europe. Et lui, quelle était sa position? Il ne parlait plus de souveraineté. Hein? Il appelait ça l'affirmationnisme. Mais c'était quoi l'affirmationnisme? C'était l'autonomie. C'était la gouvernance souverainiste. Alors là, il y a eu un coup d'État dans le parti avant que le parti s'effondre complètement, Parizeau a repris la main. Sauf qu'il n'a pas repris la main comme en 70, parce qu'entre-temps, il y avait eu la grande crise économique internationale. Il y avait eu le fait que le keynésianisme n'était plus la politique défendue par les différents gouvernements. Il y avait eu le rangement vers les positions néolibérales. Puis les gens qui étaient les plus durs sur les positions néolibérales, c'était qui? Les péquistes. Et c'était qui défendait le libre-échange de façon la plus conséquente au Québec? C'est Landry. Puis effectivement, il le faisait à partir d'une stratégie en disant que si on est les plus grands porteurs du libre-échange, qui était la politique avancée par les Américains, peut-être qu'on aurait pu trouver des alliés du côté des Américains contre les Canadiens. Les Canadiens étaient aussi pour le libre-échange, c'est ça le petit problème. Puis effectivement, ils ont été dans cette situation-là, puisqu'ils les ont menés à une conception où ils étaient pour le libre-échange, donc une conception à l'opposé, mais vraiment à l'opposé total de ce que ça avait été à la naissance du mouvement nationaliste québécois, qui avait une dimension anti-impérialiste, qui était la reprise de nos richesses, notre indépendance économique, notre indépendance énergétique, la volonté de diriger nous-mêmes. On arrivait dans une situation où c'était le marché, les luttes de marché, qui devenaient absolument centrales. Et là, ça a été l'usure. Ça, c'est ce que j'appelle l'usure du Parti québécois. Là, donc, ils ont gardé, effectivement, toujours avec des politiques assez spéciales. Parce qu'il y a la perception des gens, puis la façon dont ils voient cette situation-là. Mais le référendum de 1995 s'est fait sur l'entente du 12 mai. Donc, vous savez ce que c'est l'entente du 12 mai? C'était l'alliance avec l'ADQ, le Bloc puis le PQ. Mais qu'est-ce que ça faisait? Non simplement, ça faisait une institution politique commune avec le Canada, économique, mais tu avais des institutions politiques communes. Tu avais une chambre de députés déléguée par la Chambre, formée à partir de l'Assemblée nationale et des autres provinces, qui formaient une nouvelle assemblée fédérative au niveau pan-canadien. Ça, c'est ça que c'était devenu, effectivement, la Souveraineté Association. Puis, le conservateur qui a dirigé l'affaire jusqu'au bout, puis qui a fait rentrer ça dans le programme en 1996-97, quand on fait une étude à suivi du programme du PQ. Mais effectivement, ils ont mis ça, y compris ensuite
l'affaire du 12 mai dans le programme. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Mais ça vous montre effectivement que lorsqu'il y a des gens, par exemple, des indépendantistes qui disent qu'ils ne sont pas vraiment nationaux, ils ont une longue histoire pour dire ça. Ils ont une très longue histoire pour dire ça, parce qu'ils ont vécu toute une série, des années et des années d'autonomisme, de réforme du fédéralisme canadien. Puis tu gardes le discours de la souveraineté, parce que c'est la façon d'essayer de garder ses troupes. Okay. Dernière chose sur le PQ, avant de procéder à notre affaire à nous. Là, maintenant, ils ont connu une nouvelle crise. Pourquoi ils ont connu une nouvelle crise? C'est parce que la bataille, puis je vous donne un petit épisode, ça permet de comprendre. Le petit épisode, c'est qu'après la défaite en 2003, il y a eu une contre-offensive des indépendantistes au sein du parti. Et ils ont mis de l'avant qu'un gouvernement péquiste serait obligé, durant son premier mandat, de tenir un référendum. C'était l'article 1 du programme de 2005. Mais effectivement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont jamais appliqué le programme de 2005, qu'avec la démission de Landry, puis, comment il s'appelait, celui qui lui a succédé, Boisclair, ils n'ont jamais appliqué la résolution de 2005. Donc, ils se sont foutus de la remobilisation, parce que ça s'était étendu de 2 ans. Puis ensuite, quand Boisclair est parti après la catastrophe de 2007, Pauline a dit « Je ne reviendrai au parti », ça c'est la conception du chef, « Je reviendrai au parti qu'à la condition qu'on ne soit jamais obligé de faire un référendum durant le premier mandat. » Mais puis effectivement, ça a été la condition de son retour, puis le Congrès a avalisé cette chose-là en mettant de l'avant la gouvernance souverainiste. Puis ça veut dire qu'ils n'ont plus aucune stratégie pour la souveraineté. Parce que la gouvernance souverainiste, c'est une politique d'autonomie. Et là, tu vois ces gens-là. Après ça, c'était qui? Facal. C'est qui ça? Mais c'était un autre dirigeant. Pierre-Marc Johnson. Puis là, tu y vois tous ces dirigeants-là. Charon, Claude Charon, même chose. Oh, la souveraineté, c'est plus vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'effectivement, ils ont évolué, ils ont abandonné l'idée que l'indépendance du Québec était fondamentale pour défendre les intérêts de la bourgeoisie québécoise. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, on voit ce qui s'est passé, mais un secteur de l'appareil politique dit il ne faut pas abandonner ça parce qu'on va détruire le parti complètement. Ça veut dire que leur force, c'est quand même leur force et leur statut social et leur destination politique, c'est la capacité de dire qu'ils sont les représentants de la souveraineté et les défenseurs de la souveraineté. Mais c'est pas ça.